Alain Delon n'a pas seulement laissé derrière lui des films et la célébrité, il a laissé une fortune enveloppée de mystères et une famille plongée dans le chaos. Lorsqu'il est mort en août 2024, le silence qu'il protégeait autrefois s'est transformé en tumulte. Les estimations de sa richesse allèrent de 50 à 300 millions d'euros, mais personne ne parvenait à s'accorder sur ce qui était réel, surtout pas ses enfants. La véritable bataille ne portait pas uniquement sur l'argent, elle portait sur le pouvoir. Une fille investie du contrôle de son nom et de son héritage. 2 fils criant à l'injustice, des comptes gelés, des testaments cachés et des procédures judiciaires traversant les frontières. Delon avait un jour déclaré « Je ne veux pas d'une curée ». Mais en cherchant à tout contrôler, il a peut-être lui-même allumé la mèche. Et aujourd'hui, sa fortune n'est plus un cadeau, c'est un champ de bataille, un héritage de secrets. Alain Delon a très tôt compris que le succès durable dans l'industrie du divertissement ne reposait pas seulement sur le talent, mais sur le contrôle de l'image, des droits et des revenus. Durant ces années de gloire, entre les années 1960 et 1980, Delon était l'un des acteurs les mieux payés d'Europe, exigeant souvent plus d'1 million de francs par film. Avec plus de 80 films à son actif, dont Le Samouraï, Rocco et ses frères et Le Guépard, ses revenus tirés du seul métier d'acteur étaient considérables. Pourtant, il ne s'est jamais satisfait d'être simplement un interprète sur le plateau de quelqu'un d'autre. En 1968, il a lancé sa propre société de production, Adèle Productions, qui produira plus de 30 films, dont Monsieur Klein, nommé 7 fois au César. Cette décision lui a permis de détenir une part financière non seulement dans ses performances, mais aussi dans la distribution à long terme et les droits des films, une étape cruciale dans la construction d'un patrimoine multigénérationnel. Mais sa décision la plus stratégique est intervenue en 1978, lorsqu'il a fondé Alain Delon Diffusion SA à Genève. Cette société suisse est devenue le cœur de son empire de marques de luxe. Sous son nom, il a lancé une ligne de parfums masculins, Samouraï, Shogun et d'autres, qui sont rapidement devenus des best-sellers à travers l'Asie. Il ne s'est pas arrêté aux parfums. L'entreprise s'est étendue aux montres, lunettes de soleil, champagne, cognac, bière, bijoux et mobilier haut de gamme, tous marqués de sa signature. Delon avait compris l'attrait mondial de l'élégance française et l'a exploité avec une précision redoutable. Son influence commerciale s'est encore accrue lorsqu'il a signé des contrats d'égérie avec de grandes entreprises telles que Dior pour Eau Sauvage, Mazda pour le modèle Capella et Rémy Martin pour le marché asiatique. Au Japon et en Chine, il n'était pas seulement une célébrité, il était une icône culturelle. Sa marque était si profondément ancrée sur les marchés asiatiques qu'Alain Delon est devenu un nom familier, synonyme de style masculin et de prestige. Selon ses équipes marketing, son nom à lui seul générait des volumes de ventes annuels de plusieurs millions d'euros. À son apogée, les produits estampillés Alain Delon étaient vendus dans 92 pays, le Japon représentant à lui seul plus de la moitié du chiffre d'affaires certaines années. Son modèle économique rappelait celui des stars américaines qui avaient transformé leur notoriété en puissance de licence de marque des décennies plus tôt. Delon fut l'un des rares acteurs européens à le faire à une telle échelle et avec une telle discrétion. Tout cela était géré avec un soin extrême. Ces sociétés étaient enregistrées en Suisse sans obligation publique de divulguer les résultats annuels ou les structures de propriété. Cela rendait extrêmement difficile l'évaluation de la valeur réelle de son empire. Analystes financiers et journalistes ont longtemps spéculé sur le fait qu'une part importante de sa fortune était détenue offshore, protégée par des couches de sociétés écrans et une exposition fiscale minimale. Ce n'était pas un hasard. Delon évitait délibérément toute publicité concernant ses affaires. Les interviews abordaient rarement les chiffres. La presse se concentrait sur son cinéma, pas sur ses bilans. Même au sein de la famille, la connaissance de la structure de ses avoirs restait floue. Selon ses biographes,
L'obsession de Delon pour le contrôle s'étendait à sa vie financière, garantissant qu'un cercle très restreint connaissait l'ampleur réelle de ses actifs et qu'encore moins de personnes savaient comment y accéder. Au début des années 2000, sa société d'origine avait évolué pour devenir Alain Delon International Distribution, toujours basée à Genève et toujours très rentable. C'est par l'intermédiaire d'Adeid que les contrats de licence, les droits à l'image et les extensions de marque étaient gérés. En 2023, Delon a transféré 51% des parts d'Adeid à sa fille Anouchka, consacrant ainsi son rôle non seulement comme membre de la famille, mais comme héritière économique. Ce qui rendait l'ensemble encore plus impressionnant, il a tout gardé privé. Discrètement installées à Genève, ces entreprises publiaient rarement leurs données financières. Et c'était voulu. Alain Delon ne voulait pas seulement être riche, il voulait garder le contrôle. Plus Delon accumulait, plus il verrouillait. Et cela n'a jamais été aussi visible que dans les propriétés qu'il a choisies pour ancrer sa vie et sa légende. Au cœur de Paris, il possédait un immense triplex avenue du président Kennedy, une adresse presque mythique du 16e arrondissement, donnant directement sur la Seine avec une vue dégagée sur la Tour Eiffel. Ce lieu n'était pas simplement du luxe, c'était une démonstration de domination. Environ 780 mètres carrés qu'il a finalement vendu en 2012 pour un montant estimé à 46 millions d'euros. Un chiffre qui, à lui seul, dit tout. Delon ne vivait pas comme un acteur. Il vivait comme une institution. Et ce joyau parisien n'était qu'une pièce du puzzle. Sa véritable forteresse était le domaine de Douchy, dans le Loiret, une propriété achetée au début des années 1970 et façonnée en royaume privé. Le terrain s'étend sur des dizaines d'hectares, bois silencieux, eau, accès contrôlé, où Delon n'était pas simplement à la retraite. Il était intouchable. Pendant des années, il y a englouti des sommes considérables en rénovation, sécurité, personnel et entretien, maintenant sur place ce que ses proches décrivaient comme une véritable cour. Jardinier, garde, avocat, soignant. Le coût de fonctionnement était si élevé qu'au sein même de la famille, il est vite apparu que tout le monde ne pourrait pas assumer l'héritage du mode de vie qui y était attaché. Mais Douchy n'était pas qu'une propriété. Delon en a fait une mythologie personnelle. Il y a fait construire une chapelle, intime, privée, conçue pour un seul but, sa propre sépulture. À proximité, il a créé ce qui est sans doute le symbole le plus révélateur de sa personnalité. Un cimetière pour ses chiens, ses compagnons les plus fidèles, enterrés au même endroit que celui où il souhaitait reposer lui-même. Ce détail peut sembler théâtral, mais il est en réalité d'une brutalité pragmatique. Delon était un homme qui faisait plus confiance aux animaux qu'aux humains, et il s'est assuré que la mort ne le séparerait pas de la loyauté qu'il comprenait le mieux. Et en Suisse, il s'est assuré une autre couche de permanence. D'abord avec une villa à Chêne-Bougerie, puis plus tard avec un appartement haut de gamme dans le quartier genevois de Champel-Florissant, acquis pour plusieurs millions de francs suisses. La Suisse n'était pas qu'un confort. C'était le contrôle. Des frontières plus calmes, des formalités plus silencieuses, des questions plus discrètes. C'est là que commence le véritable mystère, car même après sa mort, personne ne s'accorde sur la valeur réelle de la fortune de Delon. Les chiffres relayés par les médias oscillent violemment, d'environ 50 millions d'euros jusqu'à 250 ou 300 millions, et ce chaos n'a rien d'accidentel. La richesse de Delon n'a jamais été construite comme celle d'une célébrité classique, où tout repose dans un seul panier public. Son argent était dispersé. Immobilier, art, biens de luxe, intérêts cinématographiques, revenus de licence et structures d'entreprises basées hors de France. Certaines pièces sont faciles à retracer. Il a vendu des tableaux lors de grandes ventes aux enchères, notamment une vente à la mi-2024, qui aurait rapporté environ 8 millions d'euros, ainsi que d'autres cessions antérieures, des millions ici, des centaines de milliers là,
incluant montres et objets de collection. Mais d'autres éléments semblent volontairement flous. Plusieurs rapports évoquent des sommes importantes détenues à l'étranger, avec des chiffres comme 18 millions d'euros mentionnés hors de France, alimentant le soupçon que l'estimation officielle ne correspond qu'à ce qui peut être comptabilisé clairement, tandis que le reste se cache derrière des couches de discrétion bancaire et de protection juridique. Et ce bouclier juridique avait un nom, ADID, Alain Delon International Distribution, basé à Genève, la machine qui a transformé Alain Delon en produit exportable bien après que le cinéma a ralenti. Elle gérait les droits commerciaux liés à son nom et à son image, licences, produits dérivés, accords internationaux. Pourquoi est-ce important? Parce qu'une fortune ne se résume pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on contrôle. La marque Delon générait des revenus dans des zones que le public français voyait à peine. Pendant des décennies, ces produits se sont vendus à travers l'Asie, où son visage n'était pas rétro, mais intemporel. Pourtant, la transparence financière d'Adéide a toujours été remise en question. Et c'est pour cela que son biographe et de nombreux observateurs ont continué de suggérer la même chose. L'argent dont on parle n'est peut-être pas toute l'histoire. Quand quelqu'un affirme « il y a plus que ce que montrent les chiffres officiels », il ne colporte pas une rumeur, il pointe une vérité inconfortable. L'empire de Delon était conçu comme un coffre-fort, accessible uniquement à celui qui détenait les clés. Et le détail le plus glaçant, c'est que ce coffre n'a pas été bâti uniquement pour le profit. Il a été construit pour la postérité. La chapelle de Delon à Douchy n'était pas un ornement. C'était une déclaration de propriété sur sa propre fin. Il ne voulait pas être retenu comme une célébrité déclinante. Il voulait être perçu comme quelque chose de permanent. Un homme qui contrôlait le cadre, même après que la caméra s'est arrêtée. Au final, il n'a pas seulement laissé de l'argent derrière lui. Il a laissé une structure si privée, si protégée, qu'elle garantissait presque une chose. Les personnes les plus proches de lui finiraient par s'entre-déchirer, simplement pour comprendre ce qui était réel, le prix personnel de la gloire. Mais le pouvoir va rarement sans distance, et dans le cas d'Alain Delon, le prix de l'Empire a été émotionnel. Derrière l'image impeccable qu'il projetait au monde se cachait un homme farouchement secret, émotionnellement rigide et, comme l'ont souvent décrit ses proches, profondément solitaire. Ses relations personnelles ont nourri la légende médiatique. Romy Schneider, Nathalie Delon, Mireille d'Arc. Mais, dans la réalité, elles furent tumultueuses et souvent de courte durée. Sa vie amoureuse a été marquée par de grands gestes, des ruptures violentes et, au bout du compte, l'isolement. Avec l'âge, ses compagnes se sont éloignées ou sont mortes et le mur de protection qu'il avait érigé autour de lui est devenu toujours plus épais. Cette austérité émotionnelle s'est étendue à son rôle de père. Delon avait 3 enfants reconnus, Anthony, Anouchka et Alain Fabien. Ces 2 derniers issus de sa relation avec le mannequin néerlandais Rosalie van Bremen. Mais le lien familial était loin d'être harmonieux. Son fils aîné, Anthony, a parlé ouvertement de la froideur émotionnelle qui régnait dans le foyer durant son enfance, décrivant une atmosphère militaire. Dans plusieurs interviews, il a évoqué des passages à tabac fréquents et une éducation où la discipline remplaçait souvent l'affection. Les punitions pouvaient être extrêmes. Anthony a notamment déclaré avoir été enfermé avec les chiens de la famille comme forme de correction. Alain Fabien, le plus jeune, a grandi des décennies plus tard dans des circonstances différentes, entouré de richesses, mais privé de chaleur humaine. Dans son livre et ses entretiens, il a décrit son enfance comme une prison dorée, définie par le statut et les privilèges, mais dépourvue de sécurité affective. Son adolescence a été marquée par la rébellion, la consommation de drogue, des ennuis judiciaires et des hospitalisations, des symptômes qu'il attribuera plus tard à un profond besoin de reconnaissance et d'amour de la part d'un père qui ne savait pas l'exprimer. Seule Anouchka, la fille que Delon a eue dans la cinquantaine,
semble avoir franchi ses défenses émotionnelles. Avec le temps, elle est devenue sa plus proche alliée, non seulement comme fille, mais aussi comme confidente professionnelle. Elle a joué avec lui sur scène, co-géré ses projets de fin de carrière et a été nommée vice-présidente d'Alain Delon International Distribution, la société chargée de l'exploitation commerciale de son nom et de son image. Après son AVC en 2019, c'est Anouchka qui a organisé sa prise en charge en Suisse, gérant la logistique de sa convalescence et, selon certaines sources, le protégeant de toute ingérence extérieure. C'est elle qui était présente lors des moments clés de la dégradation de son état de santé et qui coordonnait les échanges avec ses conseillers juridiques et médicaux durant ces dernières années. En novembre 2022, alors que Delon était hospitalisé à la clinique de Genolier en Suisse et se remettait encore de son AVC et de complications liées à un lymphome à évolution lente, une seconde version de son testament a été officialisée. Selon Les Derniers jours du Samouraï, un livre signé Laurence Piot et François Vignol, Delon aurait été escorté, sous contrainte présumée, jusqu'à l'étude du notaire. Ce document désignait Anouchka non seulement comme bénéficiaire de 50% de sa fortune, mais aussi comme détentrice exclusive de ses droits moraux, le pouvoir légal de gérer son nom, son image, sa ressemblance et son héritage intellectuel. Cette désignation n'avait rien de symbolique. En France, les droits moraux sont inaliénables et perpétuels. Ils contrôlent la manière dont l'œuvre créative et l'image publique d'une personne peuvent être utilisées ou monétisées. En accordant à Anouchka cette tutelle exclusive, Delon lui conférait un contrôle à long terme sur son héritage cinématographique, y compris les décisions de licence pour les rééditions de films, documentaires, produits dérivés et hommages. Il s'agissait d'un pouvoir juridiquement contraignant aux implications à la fois culturelles et financières. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé. La bataille pour la couronne du samouraï. Après la mort d'Alain Delon, le 18 août 2024, le conflit successoral qui couvait discrètement depuis des années a explosé au grand jour, se transformant en une bataille judiciaire et médiatique de grande ampleur. Au cœur de la tempête se trouvait un Nouveau Testament, signé en Suisse en novembre 2022, moins de 2 ans avant son décès, alors que Delon était sous suivi médical après une série d'AVC et un diagnostic de lymphome. Cette version du testament a bouleversé Anthony et Alain Fabien, car elle confirmait leur crainte la plus ancienne. Leur sœur Anouchka n'était pas seulement favorisée sur le plan affectif, elle détenait désormais un pouvoir juridique et financier bien supérieur au leur. Le testament de 2022 réaffirmait une décision jusque-là restée confidentielle. Anouchka recevrait 50% de la fortune de Delon, tandis que chacun de ses frères hériterait de 25%. Mais cette inégalité financière, aussi douloureuse soit-elle, n'a pas été le véritable déclencheur de l'explosion. C'est la manière dont tout s'est déroulé qui a mis le feu aux poudres. Anthony et Alain Fabien affirment n'avoir jamais été informés de l'existence de ce Nouveau Testament. Ils pensaient que le seul document valable était celui rédigé en 2015, qui accordait des parts égales aux 3 enfants. Selon les pièces du dossier, les 2 fils n'auraient découvert le testament de 2022 que 2 semaines après les funérailles, organisées à Douchy, dans la chapelle privée que Delon s'était fait construire des décennies plus tôt. Ils accusent Anouchka non seulement d'avoir gardé ce testament secret, mais aussi d'avoir volontairement dissimulé des dossiers médicaux essentiels concernant la dégradation des capacités cognitives de leur père. Entre 2019 et 2022, Delon aurait subi 5 évaluations cognitives. Les résultats, jamais rendus publics, auraient été tenus à l'écart du reste de la famille. Alain Fabien a ensuite durci le conflit. En 2025, il a engagé 2 procédures judiciaires parallèles, l'une à Paris, l'autre à Genève.
Toutes deux visent à faire annuler le testament de 2022 ainsi qu'une donation datée de février 2023 qui transférait 51% d'Adid, l'actif économique le plus important de Delon, à Anouchka. L'argument avancé est clair. Alain Delon n'aurait pas été en pleine possession de ses facultés mentales au moment de la signature de ces documents. Je trouve profondément troublant qu'on ait escorté quelqu'un hors d'une clinique pour lui faire signer des actes d'une telle importance, a-t-il déclaré dans une interview sur RTL. Mon père n'avait plus de discernement. C'était de la manipulation, pas un consentement. À ces litiges successoraux s'ajoutent d'autres procédures judiciaires. Début 2024, Anouchka a porté plainte contre ses frères pour atteinte à la vie privée après la publication sur Instagram d'un enregistrement audio d'une conversation privée entre elle et leur père. Elle les a accusés d'avoir enregistré cet échange à son insu et d'en avoir déformé le contenu. Les frères ont répliqué par des plaintes en retour, affirmant qu'Anouchka avait abusé de sa proximité pour influencer et isoler leur père durant ces dernières années. En conséquence, la succession a été gelée. Bien que les 3 enfants aient obtenu une avance mensuelle de 10 000 € accordée par les 3 exécuteurs testamentaires, Dorine Hayek, conseillère financière, Pierre-Philippe Rigaud, notaire à Genève, et Christophe Ayella, ancien avocat de Delon, les principaux actifs restent inaccessibles. Cela inclut les comptes financiers, les revenus liés aux droits intellectuels, les parts d'ADID et l'ensemble du patrimoine immobilier, notamment le domaine de Douchy, dont l'entretien coûterait environ 200 000 € par an. À cela s'ajoutent 2 autres prétendants potentiels, Blanche et Charles Boulogne, les enfants adultes d'Harry Boulogne, un homme qui, pendant des décennies, a affirmé être le fils biologique de Delon. Bien que Delon n'ait jamais reconnu légalement Harry, ces 2 enfants ont engagé des actions en justice en France et en Suisse pour exiger une expertise ADN et une éventuelle reconnaissance en tant qu'héritier. Si leur filiation est confirmée, le partage de la fortune de Delon pourrait être entièrement redessiné. Selon les calculs actuels, la part d'Anouchka passerait de 50% à 30%, tandis que celle d'Anthony et d'Alain Fabien chuterait de 25% à 18% chacun, les héritiers Boulogne se partageant les 18% restants. Le calendrier judiciaire est déjà chargé. Une audience successorale est prévue en mars 2026 à Paris, parallèlement à des procédures en Suisse concernant la donation contestée. Pendant ce temps, les obligations fiscales de la succession s'accumulent. Les héritiers de Delon ont déjà versé plus de 20 millions d'euros de droits de succession. Mais des contrôles sont toujours en cours, notamment sur les comptes étrangers, les revenus issus des licences et les ventes d'œuvres d'art passées. Pour le public, l'image est déchirante, mais pour les proches, la douleur est bien plus profonde. Alain Delon, l'homme qui incarnait l'élégance et le contrôle, se retrouve désormais au centre d'une famille déchirée. Il avait passé sa vie à gérer son image avec une précision extrême, à l'écran, dans les affaires, dans les interviews et même dans le silence. Chaque mot était calculé, chaque apparition maîtrisée. Dans ces dernières années, il a travaillé étroitement avec des avocats et des conseillers afin d'éviter que sa succession ne connaisse le sort d'autres affaires célèbres. « Je ne veux pas d'une curée », avait-il averti l'Illustré en 2019 en référence à la guerre autour de l'héritage de Johnny Hallyday. Delon pensait avoir tout prévu, 2 testaments, une équipe d'exécuteurs, des directives claires. Mais aucun plan, aussi méticuleux soit-il, ne peut effacer l'émotion. Pas lorsque les blessures familiales sont profondes. Pas lorsque l'héritage ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi l'amour, la reconnaissance et le pouvoir. Et c'est là que surgit la grande ironie. L'homme qui avait bâti sa carrière sur le mystère a laissé derrière lui une infinité de questions. Celui qui refusait le chaos en est devenu l'architecte dans la mort. Il voulait être perçu comme immortel. Aujourd'hui, il risque d'être retenu comme le père qui n'a pas su empêcher sa famille
de se déchirer. Alain Delon a consacré sa vie à bâtir un empire, par le talent, l'ambition et une volonté implacable. Mais au bout du compte, l'héritage qu'il a laissé est devenu un champ de bataille. Son nom impose toujours le respect, mais il déclenche désormais des procès, des soupçons et une guerre amère entre ceux qui l'ont le mieux connu. Alors, qu'en pensez-vous? Était-il juste de favoriser un enfant plutôt que les autres? Peut-on vraiment mesurer l'amour en pourcentage ou chaque héritage est-il condamné à raviver de vieilles blessures? Partagez votre avis dans les commentaires et si cette histoire vous a semblé aussi fascinante et tragique qu'à nous, pensez à aimer et à partager. Car parfois, les fins les plus douloureuses sont celles que les caméras ne filment jamais.